Je vais peut-être. Bonjour à tous, hein. Donc moi je suis Adrien Saint-Sardos, je suis nouveau au Cébios depuis 2 mois. Je suis accompagné par Kalina et Chloé aujourd'hui. Juste au risque de me répéter, n'hésitez pas à couper vos micros et à communiquer sur le chat que vous pouvez activer avec la petite bulle. Si la petite bulle ne marche pas, se connecter, se déconnecter, se reconnecter, ça marche très très bien au bout d'un moment. Et puis voilà, on peut commencer donc. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de ce webinaire, de cette série de webinaires Biomimétisme et crise. Alors j'espère que ça défile, tu me confirmeras Kalina, mais non, ça va pas Pour défiler. l'instant, ça ne défile pas. D'accord, donc c'est que j'ai pas le bon bouton. Bon, Voilà. ça y est, voilà. Donc ce webinaire, il fait partie d'une série de 3 qui est animée par le CEBIOS. Le premier, c'est tous les jeudis à 12h30, c'est le parcours d'introduction au biomimétisme, donc sur des thèmes sur les matériaux, sur l'habitat, sur les acteurs du biomimétisme. C'est animé par le CEBIOS et c'est ouvert à tous. Vous avez aussi le, le- la série sur les groupes d'innovation stratégique. Donc là, on invite un expert, c'est réservé aux adhérents, mais c'est le mercredi matin, une semaine sur deux à 9h. Et puis, vous avez la troisième série de webinaires, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui a été lancée pendant la crise Covid-19 et qui visait à observer les crises sous l'angle du biomimétisme avec des paroles d'experts et des acteurs du domaine. Voilà, donc c'était tous les mercredis matins à 9h. Et donc, on le redira en fin de présentation, mais tous les séminaires que vous avez vus pendant cette série sont maintenant disponibles en ligne sur la page du CEBIOS. Voilà. Alors, cette série de webinaires, elle a été ouverte avec, changement de slide, avec Philippe Grandcola, qui est directeur de l'Institut de systématique au Muséum d'histoire naturelle, et qui nous avait montré que l'émergence des maladies à réservoir animal, donc des zoonoses, était très souvent causée et que les crises étaient favorisées par l'activité humaine et son non-respect des écosystèmes. Ensuite, on avait eu le plaisir d'accueillir Tariq Shekcha, qui est directeur du biomimétisme à l'Institut des futurs souhaitables, et qui, lui, nous avait parlé de résilience et d'adaptation aux crises dans nos sociétés, et dans nos sociétés prises sous l'angle des écosystèmes. Ensuite, on avait, un peu dans la même veine, on avait eu Gilles Boeuf, cofondateur du CEBIOS et ancien directeur du Muséum d'histoire naturelle, qui nous avait invités à considérer les crises, pas seulement sous l'angle sanitaire, mais sous un angle systémique, donc en considérant des questions sociétales, agricoles, enfin, voilà, en ayant une vision beaucoup plus globale de biodiversité pour considérer les crises. Un peu dans la même veine également, on avait eu Caroline Gervais qui nous avait dit que pour anticiper les crises, il existait un outil qui est la démarche FSSD. Alors FSSD, c'est pour Framework for Strategic Sustainable Development. Cette vidéo, elle est aussi en ligne. Et donc, elle nous a montré que cette démarche était un outil tout à fait valable pour anticiper les crises et même les éviter à long terme. Là, il y a maintenant 2 semaines, on a reçu Caroline Zawi. Alors, malgré un petit problème technique, on a la vidéo maintenant complète sur le site du CEBIOS. Et Caroline Zawi, elle est fondatrice de l'entreprise Novobiome. Elle nous avait montré l'importance, même l'extrême importance des petites bêtes, donc entendre les champignons, les bactéries, les virus, à la fois dans le développement de la vie, mais aussi dans le fonctionnement des organismes, des écosystèmes. Et donc, pour clôturer notre série de webinaires, je vais peut-être te laisser la parole, Kalina, sur cette slide, en réactivant ton micro. Oui, voilà, c'est bon, c'est fait. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Emmanuel Delannoy. Donc, je remercie très chaleureusement Emmanuel à la fois au nom du CEBIOS d'intervenir, puisque donc Emmanuel est aussi cofondateur du CEBIOS. Et je le remercie à titre personnel également, puisque il y a une dizaine d'années, quand j'ai décidé moi-même d'engager ce combat pour la défense et le développement du biométisme en France, Emmanuel faisait partie des premières personnes que j'ai rencontrées et des personnes qui m'ont beaucoup inspirée et guidée dans l'amorçage de ces actions-là. Emmanuel fait partie des grands pionniers du déploiement et du développement du biométisme pour la transition écologique en France. Donc, c'est un grand plaisir de t'accueillir ce matin, Emmanuel, et on va te passer la parole.
Merci Kadina. Alors, je rougis jusqu'aux oreilles. Alors, en partageant l'écran, et je voudrais quand même juste te renvoyer le compliment aussi, parce que quand il n'y a rien du tout, c'est relativement facile de créer quelque chose. Par contre, à partir de ce petit germe qui a été créé il y a une dizaine d'années, de le développer, de le consolider, de le structurer dans un réseau de compétences et d'acteurs comme tu as contribué à le faire, largement contribué à le faire avec le CBIOS et avec d'autres évidemment, c'est une toute autre chose. Et honnêtement, c'est vrai on a souvent tendance à valoriser le travail des pionniers. Honnêtement, on sous-estime aussi le travail des développeurs et des gens qui portent une idée à maturité. Hein, l'important, c'est pas les idées, c'est ce qu'on en fait après. Et franchement, voilà, je tenais quand même à te renvoyer et à renvoyer à toute l'équipe du CBIOS ce compliment. Alors, Merci on est beaucoup. assez nombreux. J'ai vu quelques noms familiers là, mais j'ai pas eu le temps de regarder toutes les personnes qui étaient connectées aujourd'hui. Ce que je vous propose simplement, donc, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, de ne pas hésiter à poser des questions alors dans le chat, et je pense qu'Adrien pourra m'interrompre s'il y a besoin de clarifier un point. Mais on se gardera un bon quart d'heure, 20 minutes de discussion, d'échange plus informel, donc à la fin de la présentation. Et ce que je voudrais tout de suite dire peut-être, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est que finalement, et pour rendre à César ce qui est à César, hein, et je tiens vraiment, moi j'ai inventé ce mot, j'ai créé ce néologisme de permaéconomie, mais finalement, dans la permaculture, dès sa phase de conceptualisation, et là on remonte aux années 70, hein, en Australie, avec des gens comme Bill Mollison, David Holmgren, en fait la permaculture n'est pas du tout limitée à l'idée qu'on s'en fait encore très souvent d'ailleurs, hein, et en particulier en Europe, à la question de l'agriculture et en particulier à la question de l'exploitation maraîchère, de la production maraîchère, de fruits, de légumes, etc. Et en fait, dès le départ, la permaculture est définie comme un cadre éthique et un cadre de conception à travers des principes, encore une fois, des principes très éthiques, des principes très conceptuels, pour concevoir et piloter des systèmes de production humains durables. Et on voit bien, c'est ce qu'on voit à travers cette fleur permaculturelle, que ça regroupe des choses qui vont bien plus loin que simplement la question de la production agricole, mais que c'est aussi la finance, que c'est aussi la gouvernance, que c'est aussi la question de l'habitat, la question de l'enseignement et de la culture qui peut être très riche aussi. Et donc on a un cadre qui très tôt finalement est très inspirant. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans la permaculture, pour revenir à ça, c'est que finalement, il y a une forme de reformulation des principes du vivant, et donc on est chez soi hein, quand on est et pour vous tous qui êtes vraiment des experts du biomimétisme, vous êtes à la maison quand vous êtes en train de parler de permaculture. Beaucoup de ces principes-là sont vraiment des choses qu'on va retrouver dans les principes du vivant. Et leur grande richesse aussi, c'est de la fois être très pragmatique, très orienté action, tout en étant très robuste aussi d'un point de vue scientifique et notamment d'un point de vue écologique et systémique. Alors, pour commencer, quelques éléments quand même de point de départ, de dire voilà d'où on part, d'où on parle aujourd'hui quand on parle de tout ça, et finalement ces constats d'écart entre la situation actuelle et ce vers quoi on pourrait tendre avec la permaculture et donc la permaéconomie. Alors, moi j'aime bien commencer par ça, mais je pense que ce schéma a dû déjà être présenté par Gilles Boeuf notamment, peut-être même par Tariq, donc je ne vais pas insister, mais rappeler quand même l'incroyable diversité du vivant, les peut-être 10-15 millions d'espèces et dont on ne connaît que 10% à peu près hein, aujourd'hui, qu'on a nommé 10%, c'est-à-dire que le reste, quand on a nommé, on ne connaît pas parfaitement, et en plus le reste, quand on n'a pas nommé, on ne sait même pas qu'elles existent à la limite, on peut estimer un nombre, mais on n'a pas de description précise. Ce qui est important aussi, c'est de noter ce côté foisonnant. Donc, on n'est pas sur un arbre du vivant comme on pouvait le penser encore il y a un siècle. Hein. Heureusement, on commence à être loin de cette idée-là. Et surtout, dont l'essentiel nous échappe, l'essentiel étant ce qui est en violet ici, les trois quarts du cadran là. C'est ce monde microbien. C'est ce monde microbien qui fait l'essentiel de la diversité du vivant, qui fait sans doute l'essentiel des grands flux du vivant, des cycles du carbone, de l'azote, du phosphore. Et c'est finalement quelque chose qu'on a tendance à oublier.
Et puis, autre chose qu'on ne voit pas sur cette planche-là, c'est les interactions. Et donc, c'est toute cette partie invisible du vivant, cette partie immatérielle, qu'on cherche réellement à révéler à travers justement une démarche comme la permaéconomie et à travers l'approche, puisque je ne me suis pas présenté effectivement, mais effectivement, je suis associé fondateur d'un cabinet qui s'appelle Picaya. Et notre approche est vraiment de révéler ces architectures invisibles qu'il y a dans tous les systèmes vivants, y compris dans les organisations humaines, et de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas là des ressources immatérielles qu'on peut mobiliser pour concevoir justement des modèles de développement, des modèles économiques qui soient à la fois durables, résilients et régénératifs? Et c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire à travers cette idée de permaéconomie. Alors, le premier clin d'œil, puisque je viens de parler de la diversité, c'est, voilà, imaginez maintenant la négation de la diversité. Alors, je me suis amusé à prendre cette affiche de film qui est assez rigolote pour le coup, mais c'est pas si drôle que ça finalement, parce que on voit bien que dans le modèle industriel tel qu'il s'est répandu aujourd'hui, le modèle mondial de développement de l'agriculture hérité de la révolution agricole des années 60-70, on a une sorte finalement de négation de la diversité, parce que la diversité est vue comme un élément gênant. Si vous voulez être dans un modèle performantiel au sens industriel, c'est-à-dire produire à grand volume au plus faible coût unitaire possible, dans des process qui vont être bien huilés, bien contrôlés, etc., ben, la moindre diversité peut être une gêne, peut être un élément qui va perturber des chaînes de production. Et effectivement, on voit bien que dans le modèle agricole, on travaille sur quelques semences, on travaille essentiellement sur des techniques de clonage végétal, de bouturage, de repiquage, etc., mais certainement pas sur de la reproduction sexuée et toute la variation que ça peut induire derrière. Et on voit bien qu'on cherche à repousser aux marges du système, qu'on cherche à contrôler, les éléments de diversité. C'est vrai dans le modèle de production industrielle, c'est vrai dans le modèle agricole industriel aussi. Et ça peut, au bout d'un moment, déteindre quelque part, peut-être sur notre perception de la société même et quelque part sur nos désirs, et faire en sorte que voilà, toute diversité peut être vue comme un élément perturbateur, alors que c'est une richesse. Donc vraiment, la première leçon, c'est de rétablir cette diversité. Alors, l'autre point important, et je rappelle souvent ça à travers ça, quand on voit cet ouvrage-là, le viaduc de Millau, que tout le monde aura reconnu, il est clair que c'est un ouvrage qui a mobilisé des ressources, en l'occurrence du carbonate de calcium pour faire du béton, des métaux, et surtout beaucoup d'énergie grise qu'on ne voit pas sur cette photo, donc ces hydrocarbures fossiles que sont pétrole, charbon, gaz naturel, etc. Ben, tout ça, ce sont des produits issus de production d'écosystèmes qui ont disparu il y a des millions d'années, des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années. Et ce qui est important à comprendre, c'est que finalement, même ce modèle industriel, même cette civilisation qui peut parfois sembler un petit peu hors sol, en fait, elle puise ses racines dans le vivant. Simplement, elle puise ses racines dans un vivant fossile, ancien, qui a encore une fois disparu il y a des millions ou des centaines de millions d'années, parfois en négligeant le vivant contemporain. Et en fait, le véritable tour de passe-passe de ce modèle de développement, c'est d'avoir occulté ce qui est l'essentiel du vivant, c'est d'abord une dynamique de flux et d'interaction qui est permanente et qui continue aujourd'hui, pour se tourner vers un stock qui, par nature, puisque c'est un stock, est épuisable, alors qu'un flux amène des choses qui vont être renouvelables à condition, évidemment, que ce soit bien géré. Et donc ça, c'est un décalage important, c'est-à-dire que nous vivons de manière désynchronisée par rapport aux écosystèmes, et sans doute que l'enjeu aussi est de resynchroniser nos flux, de resynchroniser l'économie avec la biodiversité. Alors ça peut donner voilà, ce type de paysage bon, que j'aime bien montrer ici aussi. Là, on est dans les sables bitumineux hein, de l'Alberta au Canada. On est vraiment dans l'illustration de ce modèle thermo-industriel, donc le fameux Heat, Treat and Beat, hein, chauffer, battre et traiter de Janine Benyus. Il trouve toute son expression là. Et donc l'idée, c'est peut-être de changer un petit peu tout ça et de regarder comment on peut travailler avec ces flux du vivant et avec ces mécanismes issus du vivant. Donc là, vous êtes familier avec ça. L'autre point, bien sûr, et ça pareil, je ne vais pas insister là-dessus, c'est la question des limites de la biosphère, donc des limites, non pas de la planète, hein, mais des limites du tissu vivant, de sa capacité d'absorption, encore une fois, des effets des activités humaines.
Et ce qui est important à rappeler, et vraiment sans rentrer dans le détail, c'est qu'il y a vraiment une dimension systémique à tout ça, c'est-à-dire que toutes ces limites sont interagissantes les unes avec les autres, et qu'on peut avoir soit des boucles de rétroaction positive, c'est-à-dire des phénomènes d'emballement finalement. Si vous avez un changement climatique qui aggrave la perte de biodiversité, ben, par retour, puisque la biodiversité est un puits de carbone, ça va aggraver le changement climatique, et donc on voit bien l'emballement. À l'inverse, si on arrive à avoir des phénomènes de régulation, c'est-à-dire quelque part le vivant et les solutions, les fameuses solutions fondées sur la nature qui vont permettre de mitiguer les effets du changement climatique, on voit qu'on peut avoir des systèmes de rétroaction négative, donc des boucles de régulation, et c'est un petit peu ça qu'on va chercher à faire aussi. Et voilà, encore une fois, sans insister trop, cette question de la marge de manœuvre pour l'humanité, et donc si on rajoute à toutes ces dimensions environnementales que je viens de rajouter, une dimension qui est la nécessaire satisfaction des besoins humains fondamentaux, donc à travers ce fameux plancher social qui est là, la question, c'est de regarder comment on peut, et ça Caroline Gervais en a parlé aussi, stabiliser les parois quelque part, donc de faire en sorte qu'on maintienne un espace sûr et juste pour l'humanité, quitte à, pourquoi pas, aller après derrière dans une économie régénératrice qui va permettre d'élargir cette marge de manœuvre par la restauration des écosystèmes, de leur fonctionnalité écologique, de leur capacité d'adaptation. Donc là, c'est tout le travail aussi de la permaculture, hein, puisqu'on est bien, à travers la permaculture, sur un modèle régénérateur, c'est-à-dire un modèle qui va recréer des conditions favorables à la production présente et future. Et enfin, pardon, et là je termine vraiment avec ça, c'est un tout dernier point, mais qui est important à comprendre aussi, c'est que finalement, le modèle industriel que j'ai l'air de critiquer, et que je critique effectivement aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'au moment où il a été inventé, il apportait une réponse pertinente à des enjeux qui étaient ceux du milieu du 19e siècle. C'est-à-dire que finalement, on se trouvait à ce moment-là, vers 1850, dans une configuration où ce qui était abondant, c'était justement ces ressources qui sont devenues rares aujourd'hui, cette énergie fossile, ces matériaux d'origine naturelle, etc. Et par contre, ce qui était relativement rare, c'était la connaissance, c'était surtout la capacité d'activer cette connaissance, de coopérer et donc de mobiliser des ressources immatérielles fondées sur de l'humain, de la capacité à agir. Et on voit bien qu'en un siècle et demi, cette configuration s'est radicalement inversée. Ces ressources qui étaient abondantes, qui étaient rares à l'époque, sont devenues abondantes et aujourd'hui sous-valorisées, et on le voit à travers des phénomènes de chômage de masse, par exemple. Et par contre, toutes ces ressources naturelles qui ont été surexploitées parce qu'elles étaient effectivement le pilier de la création de richesses dans un certain modèle, sont devenues rares aujourd'hui. Et donc tout l'enjeu, c'est d'acter ces transformations. Il n'y a pas de jugement moral, il n'y a pas de jugement de valeur, etc. Je pense que les pionniers de la révolution industrielle ont sans doute fait quelque chose qui était utile. On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir intégré d'informations qui n'existaient pas à l'époque. Donc on fait quelque chose en tout cas qui était pertinent par rapport à un certain contexte. Simplement, ce contexte a évolué et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'inventer des modes de développement et des modèles de production qui reposent sur ces ressources immatérielles qui sont devenues extrêmement abondantes, tout en étant radicalement plus efficaces, plus économes, plus frugales aussi hein, dans l'utilisation de ces ressources qui sont devenues rares. Et ben voilà, le modèle, il est là, vous le connaissez maintenant, hein, donc c'est pas la peine d'en parler très longtemps. Simplement, peut-être un point, c'est qu'effectivement, ce système vivant planétaire, ça fait, on pourra en dire 4 milliards d'années, qu'il remplit des fonctions qui sont les fonctions qu'on demande aux acteurs économiques finalement de faire, avec une injonction très forte, par exemple, à innover, à s'organiser, à créer de la richesse, à structurer de l'information et de la matière pour justement créer de la richesse et organiser. Et par contre, un cahier des charges qui est lié au système dans lequel tout ce petit monde-là évolue, qui est que, voilà, on est vraiment dans une économie du flux. Le stock est limité. Par contre, le flux d'énergie qui vient du rayonnement solaire, il est illimité à l'échelle de nos besoins. Et par contre, il n'y a pas de possibilité de sortir de déchets du système ou d'importer de matière de l'extérieur du système. Donc, on fait avec le stock qui est disponible sur place. Ça marche. Ça marche dans les systèmes vivants non humains. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'en inspirer pour que ça fonctionne aussi chez nous. Et la réponse, elle est sans doute là. Hein, ça, c'est vraiment la réponse à l'inversion des raretés. Pareil, je ne vais pas la développer beaucoup, parce que je pense que Tariq en a déjà parlé. Mais c'est vraiment l'idée que
du fait des rendements thermodynamiques, du fait des coûts métaboliques, des investissements qui sont nécessaires à la fois aux producteurs primaires, que sont les végétaux et l'ensemble des organismes photosynthétiques, et des consommateurs secondaires, que sont tous les herbivores, carnivores, etc., tous les autres éléments de la chaîne, enfin, des réseaux trophiques, font que finalement, dans les systèmes vivants, la proportion entre énergie, matière et information est quasiment inversée, même plus d'ailleurs, que ce qu'on peut constater dans la technosphère, dans le monde technologique qui a été développé depuis la révolution industrielle, où, pour des raisons de transaction, finalement, on a négligé la valeur de l'énergie et de la matière première issue de la croûte terrestre, tout simplement parce que la lithosphère n'envoie pas de facture. Donc pour nous, ce sont des ressources qui sont gratuites. Et finalement, tous les coûts, quand on paye le plein d'essence de sa voiture, par exemple, ce sont uniquement des coûts technologiques et des coûts humains, mais absolument pas des coûts qui sont liés à la matière première elle-même. Et toute la question, c'est de se dire, ben voilà, comment le vivant a su créer toute cette diversité à tous les niveaux d'expression, encore une fois, du gène aux écosystèmes, à partir d'une grande frugalité dans l'utilisation de la matière et de l'énergie, ben c'est en misant sur l'information. Et donc, encore une fois, ces modèles économiques de demain, ils vont reposer beaucoup plus sur l'information, sur l'échange, sur l'interaction, sur la coopération, que sur l'utilisation et la mobilisation de matière et d'énergie, ce qui est le cas aujourd'hui encore. Alors voilà, ça c'est en deux mots aussi ce que ça pourrait être. Imaginez la ville de demain, vous l'avez sous les yeux, hein, la ville de demain, elle capture son énergie à partir des rayonnements solaires, elle la stocke sur place, elle la redistribue sur place, elle la transforme, elle capte son eau à partir de l'eau pluviale, elle la traite et la retraite en permanence sur place aussi, et elle va la stocker sur place et la distribuer sur place. Elle fabrique l'ensemble de ces matériaux sur place, elle recycle l'ensemble de ces éléments sur place, donc il n'y a pas de production de déchets. Et enfin, elle propose des réseaux qu'on ne voit pas d'ailleurs, qui sont des réseaux invisibles ici, hein, cachés sous terre, de circulation de l'information, de la matière première, etc., qui permettent de faire circuler très efficacement toute cette information, tout en d'ailleurs fournissant des habitats à des catégories extrêmement développées d'habitants. La ville, elle pourrait faire ça. Elle ne le fait pas parce qu'elle a choisi aujourd'hui une solution de facilité qui est d'importer ses ressources et ses services d'ailleurs, hein, les fameux services écologiques, d'écosystèmes qui viennent de très loin de la ville elle-même. Mais il n'y a rien qui, aujourd'hui, d'un point de vue au moins conceptuel, empêche d'imaginer une ville, c'est un peu le rêve de gens comme Lux Koiten par exemple, une ville qui remplisse toutes ces fonctions-là sur place. Les techniques sont disponibles, les approches qui permettent de le faire sont disponibles, c'est juste que le cahier des charges n'a pas encore été rédigé et qu'il faut qu'on change les habitudes de conception. C'est tout le travail que fait le CBIOS aujourd'hui. Alors, quelques mots aussi sur finalement de quoi on parle quand on parle de permaéconomie. Pour être très, très franc, hein, et très direct, mon souci a été à un moment donné de voir l'économie circulaire, qui à l'époque où j'avais créé l'Institut Inspire, il y a une douzaine d'années, était un sujet émergent. Et pour moi, était une des briques essentielles à la prise en compte de la biodiversité et à la réinscription de l'économie dans la biodiversité. L'économie circulaire, malheureusement, peut elle aussi être une économie hors sol, c'est-à-dire qu'on peut la concevoir, et c'est parfois ce qui peut arriver aussi, il peut y avoir quelques dérives comme ça, comme étant un système déconnecté des systèmes vivants. Et l'objectif, c'était vraiment, à travers la permaéconomie, de réintégrer l'économie circulaire dans les flux du vivant. Alors d'abord, bon, je viens d'en parler, donc je ne vais pas réinsister beaucoup, de se dire que finalement, il y a des cycles du vivant qui fonctionnent très bien depuis des milliards d'années. Il n'y a donc strictement rien qui nous empêche d'imaginer d'avoir des modèles économiques qui reposent quelque part sur la même approche circulaire, sur la même approche de flux. Et quand je dis ça, c'est un petit peu réducteur parce qu'on peut se dire peut-être que du coup, voilà, il suffit de recycler. Et d'ailleurs, on peut avoir l'impression, à travers mon exemple de la forêt tout à l'heure, que tout repose sur le recyclage de la matière organique, qui est donc quelque part la matière première du vivant, pour limiter la phase extractive, donc l'extraction des ressources terrestres, et donc l'épuisement quelque part de ces ressources minérales, extractives, etc. Or, en fait, le recyclage est d'abord, il y a plein de limites, hein. Il y a des limites technologiques, il y a des limites d'efficacité, il y a des limites liées
à la nature dispersive de beaucoup d'activités. Pour prendre juste un exemple comme ça très simple, c'est que chaque fois que vous freinez avec un véhicule, vous allez disperser des particules de métal dans l'atmosphère qu'on ne pourra évidemment pas reconcentrer pour les recycler derrière. Donc il y a de grosses limites au recyclage. Par ailleurs, il y a sans doute tout miser sur le recyclage ferait qu'on se priverait de quelque chose qui peut être très intéressant et qu'on va voir après. C'est justement la mobilisation de ces compétences, de ces savoirs, de cette créativité qui permettrait d'inventer des modèles économiques et des modèles de relations clients radicalement différents. Bon, ça c'est les fameuses boucles de l'économie circulaire, hein, donc je ne vais pas redétailler tout ça, mais finalement la boucle la plus courte que j'ai appelée ici servicialisation, c'est un mot sur lequel je vais revenir quand même pour en donner une définition. Plus la boucle est courte, plus elle permet de mobiliser des savoirs, de l'intelligence, une approche contextuelle, et donc finalement de s'intéresser aux besoins de chaque client et d'apporter des solutions pertinentes à chaque client dans son contexte. Et bien c'est vraiment ça la servicialisation, la définition. Par opposition au modèle industriel, le modèle industriel, le facteur clé de succès, si vous voulez, comme on dit dans le jargon, c'est d'être capable de produire au plus grand volume possible, au plus faible coût possible. Donc d'avoir des effets d'échelle, de série, de standardisation, etc. La servicialisation, à l'inverse, c'est la capacité d'un agent économique à s'adresser aux besoins de chaque client de manière individualisée et contextualisée. Donc de lui apporter la solution qu'il attend pour satisfaire son besoin. Et pour vous donner un exemple simple, si vous avez un besoin de mobilité, la réponse du modèle industriel, c'est de vous vendre un véhicule quel qu'il soit. Voire de vous le proposer en location. Hein. La location n'est pas une approche servicielle du tout. La location est une autre forme de commercialisation d'un bien finalement, sauf qu'on est là sur une durée limitée. Or, en fait, ce besoin de mobilité, il peut être adressé et satisfait de tas de manières différentes. D'abord, ça peut être pourquoi pas de la néga-mobilité. Est-ce qu'on a besoin de déplacer des choses ou des personnes systématiquement, ou est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas rapprocher, raccourcir les distances, etc. Donc c'est toute l'approche des circuits courts, par exemple. Peut-être que plutôt que de faire venir des fruits ou des légumes de l'autre hémisphère de la planète, alors, le débat, il est entre l'avion, le bateau, etc. Ben, peut-être qu'on peut aussi les produire sur place et acheter directement au producteur. Ben, ça peut être un élément de servicialisation de réponse là pour adresser le même besoin. On voit bien que l'idée est quasiment infinie. Et l'énorme intérêt, encore une fois, de ces boucles courtes, hein, c'est de mobiliser beaucoup d'intelligence, beaucoup de relations, beaucoup de transactions, et beaucoup moins d'énergie et de matières premières. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire, et encore une fois, voilà, tordre le cou à cette idée que l'économie circulaire, c'est d'abord du recyclage. Bon, le recyclage est malheureusement encore la solution qui permet, enfin, qui mobilise le moins de créativité finalement, et qui crée le moins de valeur ajoutée dans les systèmes actuels. Alors ça, bon, je pense que là, pareil, vous l'avez vu assez largement. Juste pour dire que ça, c'est pas neuf du tout, hein, ça date de René Passé, donc en 1982. C'est vraiment l'idée de remettre les fameuses sphères du développement durable, là, ça y est, j'ai prononcé le mot, j'avais dit que je ne le prononcerais pas, dans l'ordre, et finalement de bien comprendre que le système englobant tout le reste, c'est bien la biosphère, c'est la capacité biologique terrestre, que l'espèce humaine s'épanouit au sein de cette biosphère et qu'elle a créé un système économique qui est donc un sous-ensemble de l'anthroposphère. Mais si on veut aller plus loin, c'est s'intéresser aux interactions en fait entre tout ça, et donc des interactions d'impact, mais aussi de dépendance, c'est-à-dire que finalement, pour fonctionner, ce système économique, il appelle des compétences du système humain, il renvoie des choses en contrepartie, qui peuvent être d'ailleurs positives ou négatives en termes d'externalité, il appelle des ressources, des services tangibles ou intangibles hein, de la biosphère, et il renvoie un certain nombre d'impacts qui sont aujourd'hui, pour l'instant, essentiellement négatifs d'ailleurs, de fragmentation, d'artificialisation, de pollution, de production de déchets, etc. Et finalement, ben, l'intention de la permaéconomie, c'est de regarder comment on peut travailler sur ce sous-système économique en particulier, pour faire en sorte que globalement l'ensemble soit à l'équilibre, et que donc les flux soient contrebalancés et équilibrés. Et c'est toute cette approche qui va reposer, ben, bien sûr, sur le biomimétisme, parce qu'on est vraiment sur une source d'inspiration, notamment sur un niveau écosystémique et plus largement systémique d'ailleurs, pour comprendre justement les interactions entre les différents éléments du système, sur un élément qui va viser à accroître radicalement la productivité des ressources physiques tangibles qu'on va puiser dans les écosystèmes,
qu'ils soient d'ailleurs fossiles ou contemporains, hein, donc à travers des stratégies liées par exemple à l'éco-conception, l'écologie industrielle, etc., des nouveaux modèles de type économie de la fonctionnalité, coopération, tous ces nouveaux modèles-là, etc. Et donc là, l'idée, c'est de diminuer les flux entrants et d'essayer de faire en sorte de resynchroniser les besoins de l'économie avec la capacité de la biosphère. Mais il y a une flèche dans l'autre sens, qui est vraiment une flèche de réinvestissement quelque part dans le capital naturel, c'est-à-dire de dire, mais finalement, tout ce qu'on prend, on doit le rendre. Et c'est là que j'ai besoin d'invoquer ce qu'on va traiter dans la permaculture de manière très classique. Vous voyez que les 3 principes éthiques sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement. Dans cette notion de partage équitable, j'insiste là-dessus d'ailleurs, il n'y a pas que le partage entre humains, il y a aussi le partage entre humains et non humains. Et il y a surtout à travers la permaculture l'idée de dire, mais finalement, c'est pas la production elle-même c'est pas à elle seule la production qui compte, c'est la capacité du système à supporter cette production qui va compter. Et en fait, le permaculteur passe son temps à enrichir le sol, enrichir la structure du sol, enrichir la biodiversité invisible du sol pour accroître sa capacité à stocker l'eau, à stocker les nutriments et à supporter les récoltes futures. Il ne le fait pas, bien sûr, au sacrifice de la récolte présente, et on a d'ailleurs un principe, le principe numéro 3, qui est obtenir une récolte ou créer une production, selon les traductions. Et c'est vraiment l'idée, en permaéconomie, d'avoir ces modèles économiques qui soient évidemment, dès aujourd'hui, rentables, mais qui soient aussi régénératifs, c'est-à-dire qu'on va préparer les récoltes ou les conditions des opérations économiques qu'on va avoir demain. Et donc, il y a ce double agenda en permanence qui est vraiment essentiel dans la permaculture. Alors, pour vous donner un exemple d'outil que je vais utiliser, moi, au sein de Picaya, mais qu'on avait créé il y a quelques années, d'ailleurs, avec l'Institut Inspire, et qui est d'ailleurs téléchargeable librement encore aujourd'hui, c'est simplement un outil de brainstorming structuré, moi, que j'aime bien utiliser. Je l'utilise d'ailleurs avec des dés, des fameux dés à 12 faces, pour à chaque fois piocher 2 principes en même temps. Et l'idée, c'est de travailler non pas sur les principes de la permaculture de manière séquentielle, mais plutôt de regarder comment le fait d'aborder 2 principes en même temps va générer des tensions, va générer des émergences qui vont, elles, stimuler la créativité. Et l'idée vraiment, c'est ce qu'on écrit en haut à gauche, là, le nom du projet, la description et l'intention créatrice du projet. Alors ça peut être un projet ou ça peut être une activité qui existe déjà aujourd'hui et dont on est en train de se demander comment on va pouvoir l'améliorer. Et on va confronter l'ensemble des processus, l'ensemble des éléments de ce projet. Alors vous voyez qu'on n'est pas sur quelque chose comme le business model Canvas, mais évidemment on va être à un niveau complémentaire. Mais du coup, vous allez pouvoir prendre l'ensemble des cases qu'on va retrouver dans ce fameux business model Canvas et les confronter, justement, qu'est-ce que ça veut dire si je dois être à la fois inventif face au changement et ne produire aucun déchet. Je mets les deux en confrontation. Ça va générer quelques idées, évidemment on fait ça à plusieurs, on va coacher, on va animer tout ça, et l'idée c'est que petit à petit, ça va générer un certain nombre d'apprentissages, de nouveaux regards qu'on va jeter sur un projet, et donc quelque part aussi des points de bascule, et aussi sans doute des parties prenantes à intégrer, puisque l'idée c'est d'élargir le périmètre et de regarder les choses, encore une fois, avec une approche un petit peu plus systémique. Donc voilà quelques exemples d'outils opérationnels qu'on peut utiliser à travers la permaéconomie. Alors, il y en a plein d'autres sur l'identification des ressources immatérielles, sur la révélation justement de ces fameuses architectures invisibles qui sous-tendent les systèmes matériels et visibles. Et alors, un exemple que je voulais vous montrer là, c'est une entreprise que je cite dans le livre Permaéconomie qui s'appelle les établissements André Cros, qui est à Échirolles, près de Grenoble. Alors, qui est pour le coup, qui peut sembler très loin de tout ce dont on parle et de la permaculture. Elle installe et elle maintient des compresseurs industriels. Et là, l'idée, on voit bien que ces compresseurs génèrent beaucoup de ce qu'on appelle des chaleurs fatales, des chaleurs perdues, etc. Le client a besoin de beaucoup de sécurité, donc on va changer les machines très régulièrement. Et pour lutter contre ces chaleurs, on va mettre des climatiseurs dans les pièces où on installe ces compresseurs. Donc vraiment double peine, double consommation d'énergie, et le climatiseur ne fait que déplacer finalement une chaleur d'un endroit à un autre. Toute la question a été de dire, mais finalement, si on renverse complètement la perspective, on part du principe, et là on est dans une approche servicielle, que le client a besoin d'air comprimé, et même il a besoin d'air comprimé pour certains usages,
Et donc, on va dimensionner et étudier les systèmes de production d'air comprimé en fonction de ces usages et de chaque contexte. Mais ce qu'on vend au client, c'est vraiment une solution intégrée qui lui apporte l'air comprimé pour les usages dont il a besoin. Et on le décharge complètement de toute la partie matérielle. Ce qui fait que l'établissement qui fournit ces systèmes-là va s'intéresser à la manière dont on peut récupérer l'énergie, à la manière dont on peut garantir la sécurité sans tomber sur une obsolescence rapide des machines, parce que peut-être qu'on peut améliorer les techniques de maintenance, peut-être qu'on peut améliorer la rotation du matériel d'un client à un autre, etc. Et donc, en partant d'un modèle économique qui est vraiment la vente d'une performance d'usage, finalement, hein, c'est comme ça qu'on peut définir l'économie de la fonctionnalité, on a petit à petit, en cascade, et c'est toute la richesse de l'approche de la permaéconomie aussi, eu des impacts sur des tas d'éléments d'organisation de l'entreprise, d'organisation d'abord en externe dans sa relation client, d'organisation en interne sur la coopération entre les différents services de l'entreprise. Ça a été jusqu'à la gouvernance de l'entreprise et ça a été jusqu'à ses relations avec ses parties prenantes territoriales. Donc petit à petit, à travers une entrée comme ça, on a élargi le périmètre. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui va donner la dimension systémique d'un changement qui peut sembler mineur au départ, hein, un simple décalage, léger décalage dans le modèle économique, vers un changement complètement structurel et organisationnel. Alors, on a un peu la même idée ici. Là, on est sur des techniques de nettoyage à sec. Pareil, j'en parle dans le livre aussi. L'idée a été non plus de vendre la machine, mais de vendre des cycles de lavage. Mais et si on veut aller plus loin encore, de se dire, mais finalement, du coup, donc ma performance à moi, mon revenu à moi, fournisseur de cette machine-là, dépend de l'utilisation de la machine chez mon client. Et donc, je vais organiser tout un écosystème d'acteurs pour que finalement le blanchisseur, hein, l'artisan, le commerçant à qui je vais proposer la machine, et donc non plus vendre la machine d'ailleurs, mais vendre ce service-là, faire en sorte qu'il y ait des flux qui soient drainés vers lui. Donc il y a eu tout un travail sur une application, par exemple, qui permettait d'optimiser, de gérer des tournées avec les hôtels, les restaurateurs, etc. Il y a eu tout un travail sur des plateformes logistiques de proximité, mais qui du coup sont utilisées aussi pour faire de la reverse logistique, enlever des déchets, livrer en circuit court des paniers alimentaires, etc. Et donc, à partir d'un périmètre initial qui était vraiment la question de la blanchisserie, on a créé tout un écosystème d'acteurs autour du besoin d'une approche servicielle qui est les besoins des restaurateurs et des hôteliers en particulier, même si évidemment ça sert aussi les besoins des particuliers, mais le gros du volume et ce qui permettait d'assurer la rentabilité de ce système, c'était effectivement les besoins des professionnels. Donc on pourra y revenir après. Un point important aussi que j'ai évoqué, c'était cette notion de réinvestir dans le capital écologique, hein, dans le vivant, donc dans un bien commun. Et en fait, on a l'habitude de travailler en réinvestissement dans des biens privés. On sait très mal gérer les communs et encore moins réinvestir dans les communs. Et pourtant, il y a quelques exemples qui permettent de montrer, alors voilà, je ne vais pas réinsister sur cette démonstration-là parce que vous connaissez, hein, voilà, le facteur de production ultime, il est là tout en bas, effectivement, il n'y a pas de création de richesse possible si on n'a pas ces systèmes naturels qui sont maintenus en bon état. Et voilà, j'allais dire, il y a quelques éléments. Le premier, c'est par exemple le cas de l'Arnica, dans le parc naturel régional des Vosges, hein, en l'occurrence. Il y a une vingtaine d'années, on avait une pression de cueillette qui menaçait d'amener à un seuil dangereux, potentiellement d'extinction, la ressource arnica dans le PNR des Vosges. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu toute une sorte d'intelligence territoriale qui a été mise en place. On a mis autour de la table les cueilleurs, les laboratoires, les transformateurs, mais aussi les maires, mais aussi les agriculteurs, tous les autres usagers en fait du territoire. Et on a essayé d'imaginer des systèmes, alors à la fois des systèmes basés sur la connaissance, le partage de l'information, la bonne gestion de la ressource, etc., mais aussi des systèmes financiers, en l'occurrence une redevance de cueillette, intégralement redistribuée localement aux maires pour financer des infrastructures écologiques et des conversions de modèles agricoles qui ont permis de pérenniser la ressource. Et aujourd'hui, on a une sorte de gestion de ce commun par toute cette communauté d'acteurs qui fait qu'on n'a plus du tout de pression et de menaces d'extinction sur l'Arnica et qu'on a une économie basée sur la cueillette de l'Arnica qui est aujourd'hui extrêmement prospère. Donc c'est un premier exemple de réinvestissement qui est favorable. Un deuxième, c'est sur lequel je travaille aujourd'hui en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la question finalement de la dépendance du secteur touristique
vis-à-vis de la qualité des paysages, des écosystèmes, etc. Et donc, on est sur un système quelque part d'agrégation de micro-dons, hein. L'idée, c'est que chaque client d'un hôtel ou d'un restaurant mette une somme volontaire, mais de l'ordre de 1% en fait, de sa note d'hôtel ou de restaurant pour alimenter un fonds de dotation qui est géré par Nature 2050. Et donc là, l'idée pour faire ça et pour mobiliser les acteurs, c'est de travailler au-delà simplement de la collecte de fonds, sur toute une intelligence territoriale là aussi, pour créer des réseaux de coopération entre les hôtels-restaurants et les acteurs institutionnels, mais aussi les fameuses plateformes logistiques dont je viens de parler à l'instant, pour faire en sorte qu'on apporte des solutions et qu'on soit sur une émergence positive, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur dire voilà, ce serait peut-être bien que vous payiez un petit peu les redevances à la nature parce que vous en bénéficiez. Non, c'est de réfléchir à comment, en s'organisant pour réinvestir dans ce bien commun, on peut en même temps gagner tous en synergie et en performance. Et donc, on n'est pas sur l'idée d'opposer ou de réduire une performance, mais bien de renforcer la compétence globale de l'ensemble des acteurs de l'écosystème productif. Et alors, je pense que j'arrive vraiment à 1 minute et demie pour arriver à une conclusion. J'aime bien cette idée de politesse. Je vous ai cité, c'est un tout petit extrait ici d'un poème de Jacques Prévert qui s'appelle Soyez poli. Je vous invite à le retrouver après et à le relire. Vous verrez que c'est très inspirant. Et le terme de cosmopolitesse, on le doit à Baptiste Morisot. Et c'est vraiment l'établissement quelque part de nouvelles relations avec le vivant dans son ensemble, avec le vivant non humain, qui va être une relation de réciprocité, d'alliance, pas du tout alors on n'est pas du tout dans la contrition, on est vraiment dans quelque chose de nouveau, d'émergent qu'il va falloir inventer aujourd'hui dans notre relation avec le vivant. Et pour le résumer simplement, c'est l'idée de passer de cette quête de maîtrise absolue, qui, encore une fois, hein, dans son contexte de l'époque, en 1650, à peu près au moment où Descartes formulait cette idée-là, et Bacon et quelques autres avec lui, c'était l'émergence de la pensée moderne. L'idée, c'était effectivement de mobiliser les ressources de la connaissance pour abolir un peu les caprices de la nature que les humains subissaient de plein fouet. Mais on voit bien que si on poursuit cette logique-là à l'extrême, on arrive au clash actuel qui est que on est dans une sorte de guerre permanente avec la nature et qu'en fait, si on veut sortir de la guerre, il faut inventer la paix. Et comment on fait la paix et comment on fait alliance avec la nature? Peut-être que c'est cette idée voilà, d'une nouvelle éthique qu'on a dans la permaculture, puisqu'on compose et on joue en permanence avec le vivant, on voit des solutions dans le vivant et non pas des problèmes à traiter. Et finalement, cette idée du surfeur, elle est là pour ça, c'est que le surfeur, il n'est pas maître, il n'est pas possesseur de la vague, il est simplement en capacité d'utiliser la puissance motrice de la vague en jouant, en composant avec elle, et il est dans une relation de politesse, d'humilité avec cette vague, mais encore une fois, il en tire profit. Donc il n'y a pas forcément un problème fondamental avec ça. Et je crois que ce que peut nous inviter le biomimétisme ou la permaculture ou la permaéconomie, c'est vraiment voilà, d'essayer d'imaginer ces nouveaux rapports entre vivants humains et non humains qui dépassent les conflits actuels et passés et qui aillent vers l'émergence d'une sorte de... Alors oui, on est dans une diplomatie asymétrique, hein, parce qu'on peut proposer des solutions, mais il se trouve que le vivant non humain, la nature, nous propose aussi des solutions et que, voilà, ensemble, on va pouvoir construire quelque chose d'assez intéressant avec ça. Et enfin, voilà, le mot de la fin, c'est celui-là. C'est la question de la prospérité. Pour moi, c'est aussi une question, cette définition prospero, hein, si on revient aux sources du mot, prospérité, ça ne veut pas dire seulement la richesse, ça veut dire la manière dont, individuellement et collectivement surtout, on va être capable de se projeter dans l'avenir et donc de retrouver confiance en l'avenir. La prospérité, c'est ça, c'est la capacité à agir collectivement sur son futur. C'est l'inverse d'ailleurs de la pauvreté, hein, telle que l'a définissait Amartya Sen. Et ça permet, à mon avis, de dépasser tout ce débat un petit peu stérile qu'on a très souvent d'ailleurs, hein, sur est-ce qu'on doit être dans la croissance verte, la décroissance, est-ce qu'on doit être dans l'opposition, la maîtrise du vivant, le renforcement des technologies ou pas. Non, finalement, la question c'est que tout ça, c'est des éléments de discussion, mais sur des éléments de solution. L'objectif, c'est vraiment cette perspective qu'on va essayer de se donner collectivement, de reconstruire une confiance en l'avenir, mais avec le vivant, humain et non humain, et non pas contre lui.
Voilà, c'était le mot de la fin, comme promis, et on peut rentrer maintenant dans une phase d'échange et de débat. Adrien, je ne sais pas. Oui, merci beaucoup Emmanuel, c'est super. Alors effectivement, il y a eu des réactions dans le chat. Est-ce que Chloé, tu as pu suivre un peu tout ce tout ce qui est passé? Moi, j'ai vu beaucoup de choses, mais comme je prenais des notes aussi. Oui, on va commencer. Il y a une première question. Déjà, merci Emmanuel pour cette toujours jolie conférence, comme d'habitude. Une première question qui rebondit sur le fait d'avoir vu récemment une interview d'Isabelle Delannoy et donc cette personne dit qu'il a réalisé que la croissance n'est pas la seule issue, puisque le début de la vie sur Terre, il y a un foisonnement, il y a croissance. Et la question, c'est est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un taux de croissance maximale qu'on est donc en train d'exploser, si tant est que ça existe, et est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus? Y a-t-il un taux de croissance maximale dans le vivant, dans les... Alors, de croissance, non, parce que quel que soit le taux, même s'il était de 1 millième de pourcent, enfin 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000, si vous le prolongez indéfiniment, on voit bien qu'à un moment donné, ça va finir par dépasser une limite. C'est tout l'exemple sur l'image de la baignoire, hein, par exemple. À partir du moment où vous avez ne serait-ce qu'une goutte de plus dans ce qui va rentrer par rapport à ce qui peut être évacué par la bande de la baignoire finira un jour ou l'autre par déborder. Et donc la question, elle n'est pas là, la question, elle est sur la capacité biologique de la biosphère. Et là, ça rejoint un peu l'idée du donut de tout à l'heure, c'est de dire, mais finalement, l'enjeu, c'est de sécuriser cet espace pour l'humanité entre la capacité de la biosphère à supporter nos activités et la satisfaction des besoins humains. Et moi, j'aime bien cette idée de dire, mais finalement, alors on est dans le slogan, là, hein, c'est simplificateur, mais de dire, la nature nous aide, il faut aider la nature à nous aider. Dans la permaculture, c'est ça. Un permaculteur, il ne va pas chercher en permanence le meilleur sol, le meilleur terrain, le meilleur endroit, etc. Il va faire avec ce qu'il va trouver sur place, et parfois, il va tomber sur un sol très pauvre, très caillouteux, très acide, etc. Et ben, il va amender, il va passer son temps à enrichir le sol, et il va augmenter sa capacité biologique à supporter son activité. C'est un petit peu ce qu'on doit chercher à faire aujourd'hui avec notre économie. Encore une fois, c'est d'aider la nature à nous aider, donc de travailler sur cette capacité des écosystèmes à nous supporter. Et là, c'est vraiment faire alliance avec la biodiversité. Et bon, puisque l'allusion a été faite à l'économie symbiotique d'Isabelle, voilà, on est dans le même schéma. Je dirais que tout ce petit monde-là, que ce soit d'ailleurs Gunther Pauli, Isabelle et des tas d'autres, on est dans ce qu'on appelle l'économie régénératrice, c'est-à-dire que c'est une économie qui n'est pas dans la contrainte d'une limite, mais est dans plutôt la détection de nouvelles opportunités, à la fois d'un côté par la sobriété, mais de l'autre côté aussi par le fait de miser sur cette capacité de la nature et donc de renforcer cette capacité des systèmes vivants à nous aider. Une autre question, tu parlais des économies circulaires hors sol. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu ce que tu entends par là? Un exemple peut-être. Oui, un exemple simple, ce serait encore une fois de se dire que le recyclage, c'est la bonne solution. On peut dire, et on le dit, et c'est vrai d'ailleurs, que le verre, par exemple, est recyclable à l'infini. Mais sauf que pour recycler du verre, il faut le transporter, il faut le nettoyer, il faut le casser, etc. Et donc là, on voit bien qu'on est sur un concept qui est parfait intellectuellement, mais totalement insatisfaisant si on regarde l'ensemble des dimensions systémiques. Et donc l'idée, c'est vraiment de réintégrer ça. Et par ailleurs, très souvent, l'économie circulaire, elle est appliquée à des ressources extractives, technologiques, donc des métaux, du verre, des ressources plastiques issues des hydrocarbures, etc. Et souvent, l'impensé dans l'économie circulaire, c'est justement les matériaux biosourcés et tout ce qui vient du sol. Et la gestion du foncier aussi, ça me paraît un truc essentiel à rappeler, c'est qu'on est encore aujourd'hui dans un aménagement du territoire où tous les 7 ans, à peu près en France, on va artificialiser l'équivalent d'un département. Parce qu'on va toujours chercher ailleurs des nouvelles terres à artificialiser en considérant qu'il n'y a pas de limite. Il faut intégrer les principes de l'économie circulaire justement à la gestion foncière et se dire essayons d'intensifier l'usage que nous faisons déjà des sols artificialisés plutôt que de continuer à artificialiser plus loin. Est-ce que tu utilises des moyens de modélisation spécifiques pour ces visions systémiques?
Alors, il y a toute une batterie d'outils qui va être utilisée, alors qui sont, alors d'abord des moyens de révélation de ces fameuses ressources immatérielles que j'évoquais. Alors, ça peut être dans un certain cas des choses qu'on va essayer de quantifier quand on a des données, quand on a des ressources. Et pour ça, par exemple, ça nous arrive de travailler avec des gens que vous connaissez aussi au CBIOS, qui sont le cabinet Vertigolab, qui a vraiment une capacité à faire des analyses macroéconomiques sur les impacts, sur les retombées, etc. Positives ou négatives d'ailleurs, encore une fois. Mais quand il n'y a pas d'éléments de quantification, ce qu'on va chercher surtout à mobiliser, c'est des relations d'interdépendance et des flux. On sait qu'ils sont là, ils ne sont pas forcément quantifiables, mais par contre, on sait que si on n'agit pas sur ces flux-là, ça va à terme poser un problème, ça va être un élément de risque qu'on va pouvoir révéler. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'on va chercher à révéler. Tu en as parlé un petit peu, une question qui demandait si tu connaissais un petit peu les travaux de Günther Pauli, si tu avais un avis dessus en particulier. Alors, je n'ai pas un avis d'expert sur ces travaux, donc en 2 mots, je pense que l'intention est proche, l'intention est de tirer le maximum en termes de création de valeur des flux existants de ressources, etc. Il y a notamment dans la logique de Günther Pauli quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'idée d'usage en cascade, et par exemple de se dire on a une matière organique en déchets. Peut-être que la réponse simple, ça peut être de dire on va la composter ou on va la méthaniser. Mais en fait, on voit bien que si on creuse l'idée, on peut avoir tout un processus en cascade qui va créer de la valeur à chaque étape pour, in fine, peut-être avoir un compost, mais entre-temps, on aura tiré de l'énergie, on aura fait pousser des champignons dessus, on aura utilisé la chaleur de la fermentation à travers des réseaux de chaleur qui vont circuler dans ce tas de déchets, etc. Et donc, il y a vraiment cette notion d'ingénierie qui peut être très pertinente dans des systèmes en cascade. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre. On a une demande, à quand la permaéconomie dans la feuille de route du gouvernement ? Ah ben, j'ai malheureusement pas la réponse à cette question-là. Je pense qu'avant la permaéconomie, ce qui me paraît essentiel, c'est qu'on ait vraiment une approche systémique dans la feuille de route du gouvernement. Ça manque encore, c'est-à-dire qu'on a très souvent tendance à avoir des approches qui soient plutôt sur le compromis, plutôt sur la négociation, que vraiment sur la recherche d'émergence. Et de solutions, je ne sais pas si Tariq en a parlé, mais de solutions synergiques, c'est-à-dire que très souvent, on raisonne un problème, une solution, mais cette solution va générer d'autres problèmes qu'on traitera après. L'idée, c'est de dire non, on a un problème, est-ce qu'on peut apporter à ce problème une solution qui, en même temps, permettra d'adresser d'autres problèmes de manière vraiment synergique et qui ne générera pas d'autres soucis? Là, on est complètement dans l'approche du FSSD, par exemple, qu'on utilise beaucoup, qui est aussi un outil très puissant pour révéler tout ça. Bon, malheureusement, non, c'est quelque chose qui manque vraiment dans cette culture-là. Alors, c'est pas qu'une question française, parce que, mais quand même, on est au pays de Descartes. Et on est au pays où on aime bien se dire que le génie humain trouvera des solutions simples à tous les problèmes complexes. Non, on aura des solutions complexes et c'est très bien que les solutions soient complexes. À mon avis, il ne faut pas avoir peur de la complexité. Bien. Une personne qui demande un petit peu plus d'informations sur le projet de nettoyage que tu as présenté. Notamment, est-ce que le problème de la pollution a été traité à travers ce retravail, en tout cas, du système complet? Oui, c'était même le point de départ, c'est-à-dire que le point de départ était de dire, d'abord, il y a eu une interdiction il y a quelques années déjà des solvants à base de perchloroéthylène qui étaient mauvais pour la santé et pour l'environnement. Et donc l'idée était de proposer un process alternative. Ce process, il apparaît en fait, enfin, il repose sur l'utilisation d'un additif qu'on met dans ces systèmes-là. Additif qui peut être régénéré, c'est-à-dire qu'on a dans la machine qu'on voit d'ailleurs à l'image là, une centrale de distillation
qui, après chaque cycle de lavage, va récupérer ce solvant, qui est un solvant organique, et va le distiller pour séparer les impuretés, les saletés qu'on aura enlevées, etc., d'un solvant qu'on va pouvoir régénérer. Et donc, on est à 99% de régénération après chaque cycle de lavage. Donc, il y a déjà cette dimension circulaire, mais ça, c'était la solution technique. L'idée, par contre, c'est que comme la machine et que le process coûte plus cher à la base, bah, c'était de vendre, non pas la machine parce que l'investissement est plus élevé, mais de vendre sa performance, parce que par contre, étalé sur un usage de plusieurs années, on pouvait faire des économies importantes en termes d'eau, etc. Il y a un autre élément qui est souvent oublié d'ailleurs, c'est que le nettoyage à sec, on dit nettoyage à sec, sauf que c'est des machines qui sont refroidies par eau. Et en fait, on s'est rendu compte que chaque cycle de lavage consommait 2 mètres cubes d'eau. De l'eau qu'on rejette chaude dans les égouts. Et ben on s'est dit, à partir de cette eau-là, est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'eau chaude, en fait, pour, par exemple, des centrales de repassage à la vapeur. Et donc, il y a déjà une sorte de petit écosystème d'écologie industrielle à l'intérieur de la blanchisserie. Donc voilà, petit à petit, et c'est toute cette idée-là c'est de se dire, voilà, on apporte une solution, en l'occurrence la solution technique du solvant recyclable, distillable, mais on voit bien qu'il y a des tas d'autres problèmes qui, si on ne les prend pas en compte et si on n'intègre pas cette vision systémique, vont rester là et on va se satisfaire de la première solution qu'on a apportée. Non, l'idée, c'est au contraire d'être en permanence insatisfait, finalement, pour en permanence avoir envie d'aller un petit peu plus loin. Très intéressant. Alors, on a une question, je pense que ça traite plus de la permaculture avec la vision agricole, mais à voir, la permaculture est-elle économiquement rentable, sans autres sources de revenus comme les formations? Alors, effectivement, c'est un peu le problème, c'est que les exemples les plus médiatiques dont on parle beaucoup sont rentables, mais leur rentabilité repose beaucoup sur la formation, l'hébergement, etc. Bon, je ne vais pas donner de nom, mais tout le monde voit un peu à qui je peux penser. Cela dit, il y a quand même de plus en plus d'agriculteurs, et j'en connais quelques-uns tout près de chez moi, au Bagne, qui s'installent sur des principes de la permaculture, qui, sur des petites surfaces, arrivent à produire un revenu qui permet d'être autosuffisant. Donc oui, on est sur un modèle qui est rentable. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est sur des modèles qui sont beaucoup plus intenses en travail humain, et que donc pour que ce soit viable, il faut être sur des productions extrêmement diversifiées, de manière à ce qu'on ait à chaque période de l'année des productions qui vont s'enchaîner les unes et les autres. Et ça suppose finalement, c'est un modèle qui va être très savant, parce que ça suppose beaucoup de planification à l'avance, d'imaginer des rotations de cultures qui vont être permanentes, extrêmement agiles, comme ça. Et c'est le seul moyen de s'en sortir, c'est d'avoir une période de production qui va s'étaler alors selon l'endroit et les latitudes où on est, mais d'avril jusqu'à fin octobre, par exemple. On peut tout à fait imaginer ça. Et enfin, un élément de réponse aussi, je vous invite à voir alors une petite vidéo de 5 minutes qui est remarquable, qui est faite par un agronome brésilien, qui s'appelle Life in Saint-Tropez. Je pourrais mettre dans la barre d'adresse le titre après. Et ça montre que ce modèle de permaculture peut aussi être adapté à une agriculture mécanisée. Parce que là, on a un concepteur qui s'est dit, voilà, sur des grandes surfaces comme on a au Brésil, si on veut y arriver, il faut qu'on puisse faire rentrer de la mécanisation. Donc il n'y a pas non plus forcément d'opposition entre un modèle très productif, relativement intensif sur des grandes surfaces, et un modèle tel qu'on le conçoit souvent en France, sur des toutes petites surfaces exploitées essentiellement à la main. Je le mets dans la barre je l'ai fait. Tu l'as fait, parfait. Voilà, super, bravo. Vous allez voir, c'est très inspirant. Ça m'intéresse aussi. Alors, quel serait le bon outil sémantique à utiliser si croissance ou décroissance ne sont ni l'un ni l'autre applicables à la permaéconomie? Je l'ai dit en conclusion, pour moi, c'est la question de la prospérité. C'est-à-dire que tant qu'on est sur cette opposition croissance ou décroissance, à mon avis, on fait référence à quelque chose qui n'est pas un élément pertinent de dialogue, de débat. D'abord, on parle de quoi? On parle de croissance du PIB. Il faut bien voir encore une fois, et c'est toute la question des contextes qui, eux, vont changer. Le PIB est un instrument qui a été inventé pour suivre, dans un contexte d'après-guerre, la capacité des États à reconstruire leur économie. Et c'était cette variation du PIB, donc la croissance du PIB, qui montrait que les États étaient dans le trauma post-conflit, dans une trajectoire qui était conforme à celle qui était souhaitable. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Et si on parle de croissance du PIB, de quoi on parle finalement? Enfin, c'est toujours les accidents de la route
font augmenter le PIB, puisque les assurances vont décaisser de l'argent, les gens vont racheter, il va falloir réparer les trucs, il va falloir soigner les gens, ça va générer de l'économie, etc. Et pourtant, ça n'est en rien positif, et en rien lié à du bien-être humain. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment cette notion de prospérité, alors qui malheureusement ne se mesure pas avec un indicateur unique, et donc il faut retrouver ça. Mais la prospérité, c'est vraiment la capacité à se dire, mais quels sont les moyens d'action, de préparation que nous avons pour l'avenir. Alors, il y a eu, il y a quelques années, c'était sous Sarkozy, et donc il y avait Stiglitz, etc., et quelques autres, là, et Amartya Sen, il me semble aussi, d'ailleurs, dans une commission sur les nouveaux indicateurs de richesse. Et il y avait notamment cette idée d'indicateurs de patrimoine, par exemple, qu'on ne mesure pas à travers le PIB. Et le patrimoine, il peut être aussi naturel. La capacité des stocks à supporter une activité agricole, c'est des éléments de patrimoine qu'on a souvent tendance à négliger. Enfin voilà, donc c'est, par exemple, je vous donne encore un autre exemple, artificialiser des grandes surfaces agricoles comme on avait il n'y a pas longtemps encore, avec des méga projets de complexes commerciaux, etc., en proche banlieue parisienne, ça va faire croître très rapidement le PIB sur quelques années. Mais sauf que ça va nous priver d'un patrimoine qui nous permettra de construire l'avenir en termes d'autosuffisance sur ces territoires-là. Alors, peut-être que c'est lié, je fais une question, y a-t-il des exemples de réussite de l'approche perma-économique sur les activités humaines? Donc, je pense qu'on en a cité justement quelques-unes. Oui. Et justement, pour répondre à une autre question, par rapport à des ouvrages qui parleraient de la perma-économie, de la permaculture de manière plus large, il y a évidemment ton livre, Emmanuel, la perma-économie. Je me suis permis de mettre le lien dans le chat. Merci. Qui recense des exemples et donc de belles réussites aussi. Si tu veux citer un autre exemple. Il y a toute une bibliographie en annexe du livre, donc vous pourrez trouver. Il y a évidemment les ouvrages fondateurs, donc encore une fois de David Holmgren ou Bill Mollison. Peut-être un ouvrage, alors qui est quand même un gros pavé, mais c'est vraiment le livre qui s'appelle Permaculture de David Holmgren, qui est publié aux éditions Rue de l'Échiquier, donc avec une bonne traduction, qui va être très intéressant de ce point de vue-là. Il y a évidemment le livre d'Isabelle Delannoy, qui va être très pertinent, très intéressant là-dessus. Après, comme ça, il y en a plein d'autres. Pas forcément. Honnêtement, allez voir aussi cette petite vidéo Life in Saint-Tropez. Vous allez voir, c'est très simple, mais ça invite à beaucoup de réflexion. Je peux citer à peine hors sujet, mais pas complètement, parce qu'il est beaucoup plus systémique qu'on pourrait le penser en première approche. C'est vraiment le livre de Michael Pollan aussi, qui s'appelle Biomimétisme et architecture, mais qui finalement, quand on le lit, ne parle pas que d'architecture. Il y a tout un chapitre à la fin sur l'économie, notamment, qui est très pertinent, très intéressant. Qui est disponible en français depuis cette année. Voilà, et qui est copublié par le CBIOS, les Rues de l'Échiquier et Picaya. Avez-il d'autres questions? Vous pouvez les poser dans le chat ou prendre la parole si vous souhaitez. Ou Adrien, je ne sais pas si tu avais quelques questions, tu as des notes. Alors, peut-être une question qui m'est venue quand tu nous as montré le modèle de la forêt, où effectivement il y avait du recyclage sur place, du transfert d'informations, d'énergie. Il y a juste un truc, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on est obligé vraiment d'avoir un système en autarcie quand on fait de la permaculture? C'est avoir quelque chose de local? Est-ce qu'il peut quand même y avoir des macro-échanges comme on fait dans la vraie vie aujourd'hui? Alors, l'idée, c'est d'avoir des systèmes solidaires d'emboîtement. Donc, les exemples de producteurs en permaculture que je connais et que je citais tout à l'heure sur Aubagne, par exemple, chez lesquels je m'approvisionne d'ailleurs, fonctionnent en réseau entre eux et vont s'entraider, vont se prêter du matériel, vont se prêter des outils. Quand il y en a un qui a une surproduction, c'est l'autre qui va vendre, etc. Donc, on organise ça. Après, d'un point de vue strictement énergie, matière, etc., il y a quand même un principe fondamental, c'est qu'on ne sort rien normalement de la parcelle. C'est-à-dire que tout ce qui est produit sur place est bon à être utilisé sur place. Donc toute la matière organique va être utilisée en paillage, va être compostée, va être valorisée sur place, etc. Donc on ne sort pas les déchets du système,
pour la raison simple, c'est qu'il n'y a pas de déchets. On va considérer que tout est ressource et rien n'est déchet. Par contre, évidemment, il faut qu'ils vendent le permaculteur, et donc là, quand il commence à vendre, il sort du système. De temps en temps, il a besoin d'acheter un outil, donc ça peut se concevoir aussi. Donc voilà, on n'est pas sur des systèmes complètement autarciques, mais on va être quand même sur des systèmes sur lesquels on va travailler la résilience, l'autosuffisance le plus possible quand même, c'est-à-dire de limiter ces dépendances qui pourraient être des points de vulnérabilité. Ça, c'est un point important aussi, c'est que ce n'est pas un problème en soi d'avoir des dépendances vis-à-vis de systèmes extérieurs, c'est un problème si ces dépendances ne sont pas identifiées et qu'elles ne sont pas sécurisées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous placez vous-même en situation de vulnérabilité, on l'a vu avec la crise du Covid par rapport à notre dépendance vis-à-vis de la Chine sur un certain nombre de produits stratégiques, ce n'est pas nécessairement un problème s'il y a une dépendance, à condition qu'il y ait des mécanismes de résilience, de rebond, d'ajustement qui permettront, en cas de problème, de dépasser cette dépendance. Mais si on a une dépendance sans aucune contrepartie et sans aucun garde-fou, ni contractuel, ni en termes de capacité de production, qu'on va pouvoir relocaliser rapidement, ben là, clairement, voilà, on a un problème. Intéressant. Une question. Oula, il y a beaucoup de choses. Alors, la modélisation, là, il faudrait que je réfléchisse, mais je crois qu'elle est sur le site Permaéconomie. Alors, à vérifier. Si elle y est plus, il faut que je la remette. Donc, voilà, bonne question. Donc, alors, les références biblio dans le chat, oui, on va pouvoir les mettre. Ça, c'est pas un problème. Le chat reste en ligne quelques minutes après, ou quelques heures de toute façon. Alors, le concept de panarchie, clairement, la permaéconomie, enfin la permaculture, on va dire, s'appuie sur tous ces outils d'analyse systémique, d'analyse des interdépendances, d'analyse des facteurs clés qui font la résilience. Et donc, finalement, ce concept de panarchie se retrouve effectivement vulgarisé, sans doute, rendu plus opérationnel aussi, donc peut-être moins rigoureux d'un point de vue scientifique, mais se retrouve dans l'utilisation de la permaculture et de la permaéconomie. Alors après, la méthodologie, bon ça, on a vraiment des ouvrages sur les symbioses industrielles, donc des productions dorées par exemple, des productions de Cyril Adoux aussi, qui ont été mises en place. Il y a le Club de l'écologie industrielle qui a publié pas mal d'ouvrages. Donc on a beaucoup de méthodes qui existent, hein, de méthodes de diagnostic de flux. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la méthode très pragmatique de dire on va travailler sur les quick wins, hein, les victoires faciles. Et ça peut être simplement sur des outils cartographiques, des petits post-it qu'on va poser en disant, ben voilà, on a un territoire, un bassin d'emploi ou une zone industrielle dans laquelle on a différentes activités. L'une se nourrit de ça. Donc, on va avoir des post-it rouges pour dire, hop, ce qu'on mange. Elle produit ça, donc on va avoir des petits post-it verts, etc. Et puis, on va regarder les complémentarités à chaque fois et se dire, finalement, sur cette approche très cartographique, très simplifiée, on voit qu'il y a des métabolismes qui peuvent s'emboîter et donc on va détecter ça. Et après, il y a toute la partie construction contractuelle, bien sûr, et technique à faire, mais les outils de diagnostic sont très simples souvent. On a que 15 minutes de retard sur le planning. Merci beaucoup pour toutes vos questions et pour tes réponses, Emmanuel, du coup. Est-ce que, Chloé, tu m'autorises à repartager mes slides? Oui. Voilà. Non, donc tout simplement pour vous dire que toutes ces vidéos, y compris celles d'aujourd'hui, sont disponibles sur le site du CBIOS. Vous allez sur la page actualité, ça vous enverra sur une page YouTube. Et la page YouTube sera à jour d'ici la fin de la semaine. Voilà, donc vous aurez tous les séminaires dont on a parlé aujourd'hui et la possibilité de réagir, de poser des questions. On essaiera d'y répondre avec un temps raisonnable. Voilà. Je pense qu'on peut clôturer. Merci encore à tout le monde. Et puis, au prochain séminaire, espérons pas de crise, mais à bientôt. Oui, et on a beaucoup de messages te félicitant, Emmanuel. Merci. Merci encore de ta présence et de ces à bientôt. jolis mots. Au revoir. Merci. Au revoir.